Donc Stéphane Rodier présent, Hélène Boudon présente, Claude Guyon-Chenot présent, Isabelle Furgon présente, David de Rossi présent, Catherine Patu présente, Pierre Conti présent, Monique Durand-Prada présente, Sylvain Herman présent, Martine Munoz présente, Sophie Delay excusez de pouvoir à Martine Munoz qui l'accepte, Didier Sturma, je l'ai vu présent, Lisa Hazard excusez, Michel Condron, il est là, présent, Simset Bécul excusez, Vincent Petitjean présent, Monique Moreno, excusez de pouvoir et Boudon, qui l'accepte. Pascal Thierry-Rocco, présent. Patricia Beaumont-Morin, présent. Pierre Sureda, présent. Peppa Kainen, excusez de pouvoir Isabelle Furgon, qui l'accepte. Thierry Berthélémy vient nous appeler pour les malades. Michel Magnol, présente. Je l'ai vu, oui. Christophe Manca, présent. Éric Boucourt, présent. Francis Roux, il arrive. Serap Alp, Elle arrive aussi. Yoann Bentejac, présent. Farida Laïd, présente. Claire Joyeux. En route. Elle arrive. Annie Cheval-Donnet, présente. Philippe Barrault, présent. Et Bernard Dunia, présent. Dans l'ordre du tableau, la secrétaire de séance est Farida Laïd, donc je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse faire voter le procès-verbal du 21 janvier. Farida. Faut appuyer dessus. Bonsoir messieurs, mesdames. Donc le dernier conseil municipal s'est déroulé le 21 janvier 2025. Je le soumets à votre approbation. D'abord, est-ce qu'il y a des remarques? Qui vote pour? Qui vote contre? Abstention? Bon, ben, il est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Farida. Alors, on va commencer par le DCM. Peut-être un peu fort. Je vais baisser un peu. On va commencer par les DCM. Oula. Je pense qu'il faut éteindre au fur et à mesure parce que sinon ça crée des ondes. La DCM 2024-88, il s'agit. Ça devient dangereux. Hein. Je pense que c'est bon. On va baisser légèrement, je pense. Peut-être pas trop touché. Alors, la DCM 2024-88, il s'agit d'une convention d'occupation avec le centre social intercommunal sur l'Orangerie. La DCM 2025-01, il s'agit d'un contrat d'emprunt pour le budget principal pour un montant de 2 millions d'euros. Et la DCM 2025-02, il s'agit d'un marché de maîtrise d'œuvre sur la réhabilitation du centre d'art contemporain pour l'avenant numéro 4. Y a-t-il sur ces DCM des prises de parole? Annie Cheval-Donnet. Oui, merci. Attends. Oui, merci. La réalisation de l'emprunt, c'était pour quelles opérations, s'il vous plaît, monsieur le maire? Alors, c'est fait pour l'ensemble des investissements qu'on a fait l'an dernier, sans avoir quelque chose qui est fléché sur un investissement dédié. Vraiment, on préfère en faire prendre une partie sur l'emprunt. Je rappelle que sur les emprunts, on rembourse 1,5 million de capital par an. Donc on a 500 000 euros à peu près d'intérêt de la dette. Donc on est sur quelque chose d'à peu près constant. Je vais laisser la parole à David de Rossi pour la convention avec l'Office national des forêts. David. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, il vous est proposé de
d'approuver le document d'aménagement forestier qui vous est présenté en annexe avec cette note pour la gestion durable des forêts et qui a pour objectif d'entretenir les forêts en prenant en compte les aspects environnementaux. Donc il s'agit des forêts qui sont sur des biens de section et dont la gestion appartient à la municipalité et donc on redonne à l'ONF. Pour pouvoir rendre effective et opérationnelle la gestion durable de ces propriétés, le conseil municipal doit valider le dit document d'aménagement forestier. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver ce document et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Juste pour précision, on va bientôt vous présenter en commission la stratégie globale d'acquisition des forêts sur la commune, parce que ça nous paraît important que vous compreniez un petit peu les tenants et aboutissants de cette stratégie. Y a-t-il des questions sur cette affaire? Une question, Irène Bentéjac? Merci. Bon, David vient de répondre en partie à la question. Enfin, on ne va pas s'étaler là, mais effectivement, nous, on souhaitait la commission parce qu'on pense que c'est un sujet important et c'était un petit peu lourd à digérer entre l'acquisition des parcelles et ce plan-là. Et c'est un sujet qui nous intéresse. Et donc, voilà, on en reparlera en commission. D'autres prises de parole? Des votes contraires? Monsieur Beaucourt, excusez-moi. Oui, on attend la commission, on préférait voter après la commission, ça tiendra en attendant. Parfait. Des votes contraires? Des abstentions? 8 abstentions. C'est 6, je me souviens plus. 8. Je suis perdu. Bon. Le groupe de monsieur Beaucourt. Hein. Alors, le point suivant, il s'agit d'un groupement de commandes. Alors, on avait déjà eu l'occasion en 2026, au travers de la forêt. Excusez-moi. Mise à jour des statuts de la société publique locale Gaïa. Comme vous le savez, on cherche à sauver des emplois auprès de la société Actipol, et donc une partie des emplois pourrait être repris par la société publique locale en tant qu'entreprise à but d'emploi si elle est habilitée. Sauf que pour l'habilitation, il faut modifier les statuts pour que l'entreprise puisse être entreprise à but d'emploi elle-même. À l'heure actuelle, on est toujours en phase de négociation. Il y a quand même eu un certain nombre de points qui ont avancé par rapport au statu quo initial. Et on a aussi un rendez-vous assez important fin mars auprès du tribunal de commerce qui va statuer, puisqu'il nous a donné un peu plus de temps sur la période actuelle, de manière à ce que nous puissions mettre en œuvre une stratégie permettant de sauver l'entreprise Actipol, les salariés de la société Actipol plutôt que la société elle-même. Monsieur Beaucourt. Oui, on est assez discret sur le sujet parce qu'on comprend bien que les détails de la gestion d'une entreprise sont délicats d'être exposés en public. C'est pourquoi on souhaiterait quand même qu'il y ait une réunion technique pour faire quand même le point sur cette affaire. Rien n'est acquis. Bon, c'est inquiétant, on nous interroge sur le sujet. Bien entendu, toute solution qui permette de sauver le maximum d'emplois sera soutenue par nous, hein. Mais c'est pas acquis, ça. On aimerait en savoir un peu plus, voilà. Dans un endroit où on puisse échanger directement, sans risquer une indiscrétion. D'accord, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse acter courant de cette semaine ou plus tard la semaine prochaine, qu'on puisse se voir et que je puisse vous indiquer en gros les avancées, sachant par ailleurs que on a quand même, tant qu'il n'y a rien d'acquis, et c'est le tribunal, en fait, il y a un jeu à plusieurs bandes. Il y a des choses qui doivent être mises en place
soit par la société publique locale, soit par des acteurs comme le Fonds national de territoire zéro chômage de longue durée. Il y a un investissement important du préfet aussi en cette affaire. Toujours est-il que c'est le tribunal de commerce qui statue. Donc, jusqu'au bout, on n'a aucune certitude sur la manière dont on va pouvoir statuer, et en plus, très clairement, on est en train de courir contre le temps. C'est-à-dire qu'on doit avoir un certain nombre de choses résolues d'ici le 13 mars. Ce qu'ils vont regarder, c'est quand même très très court avec les délais administratifs des collectivités territoriales pour mettre en œuvre un certain nombre de choses, ne serait-ce que des révisions de statut. D'autres prises de parole? Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit donc d'un groupement de commandes avec la ville de Clermont-Ferrand sur la fourrière animale. Donc, on avait déjà eu l'occasion en 2016 d'avoir un groupement de commandes avec eux, et là, il est proposé en fait de constituer un nouveau groupement de commandes élargi. On était 118 collectivités, il y en aura un peu plus cette fois-ci, et ce pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2025. L'estimation de la prestation, une estimation à ce stade, bonjour Serral, à ce stade serait de environ 16 000 euros hors taxes par an. Y a-t-il des prises de parole à l'affaire du siècle? Je comprends bien que des votes contraires, des abstentions. Je vous remercie et je laisse la parole à Claude Bianchonneau sur les arts en balade. Claude. Bonsoir à tous. Donc pour la deuxième année, nous allons reconduire l'événement les arts en balade sur la ville de Thiers. Donc dans le cadre de cette manifestation, la ville propose d'organiser les conditions de déploiement de cet événement sur la ville et de définir des modalités de partenariat entre la ville de Thiers et l'association Les Arts en balade. Cette manifestation aura lieu pour l'édition 2025 les 23, 24 et 25 mai. Les candidatures d'artistes sont déposées au service culturel et sont portées par le service culture. À ce jour, vous avez 17 artistes qui ont postulé pour exposer sur la ville. Les modalités financières de cet événement, la ville s'engage à payer la somme de 700 € pour couvrir les frais d'organisation et de publication d'éléments de communication. Elle prendra également en charge le coût des adhésions de chaque artiste à hauteur de 550 € pour l'ensemble des artistes de Thiernois qui vont s'inscrire à cette édition. Et la communication Les Arts en balade s'engage à inclure la programmation de la ville de Thiers pour cet événement dans tous ses supports de communication. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat établie entre la ville de Thiers et l'association Les Arts en balade pour l'année 2025 et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Merci. Merci Claude. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur cette affaire? Pas de prise de parole? Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit d'une subvention à la ville de Tandil dans le cadre de la coopération décentralisée avec des financements du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour un montant de 55 000 €. Et donc, il est proposé d'approuver l'organisation d'une partie des rencontres mondiales de la coutellerie qui a été organisée par Tandil pour un montant de 6 100 €. Y a-t-il des prises de parole sur cette affaire? Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Acquisition de parcelles forestières, d'une certaine manière, c'est un peu lié au dossier avec l'ONF. David de Rossi. Merci, monsieur le maire. Donc, des parcelles ont été proposées à la vente dernièrement, et donc la ville de Thiers peut exercer son droit de préemption sur ces parcelles qui sont composées
vous m'entendez, qui sont composées donc des parcelles BP numéro 255, 256, 257, 258, 266 et 272, et le prix de vente est fixé à 1 500 €. Donc il s'agit de quand même une belle affaire. Et donc dans sa politique de réserve foncière forestière, il est proposé à la collectivité d'acquérir ces parcelles. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition des parcelles situées au Rocher de la Côte, donc qui sont situées à proximité du village de Membrin, cadastrées, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un montant de 1 500 €, et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Il est évident que ces parcelles feront l'objet d'un avenant à la convention qu'on passe avec l'ONF dans le cadre du document d'aménagement forestier et seront intégrés dans la gestion forestière. Merci David. Y a-t-il des prises de parole? Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Toujours David de Rossi. Proposition de vente des bâtiments aux 2, 6 et 8 rue du Pirou. David. C'est compliqué cette technologie ici. Donc il s'agit dans ce dossier de mettre à la vente des bâtiments qui appartiennent à la commune et qui sont situés aux 2, 6 et 8 rue du Pirou. Donc il y a un appel à projet qui a été lancé, on a eu plusieurs réponses et donc il y a une offre qui ressort et il s'agit d'un investisseur qui souhaiterait acquérir l'ensemble des bâtiments. Donc une estimation des domaines avait été réalisée en mai 2023, il faudra qu'on l'actualise, fixant la valeur vénale des logements à hauteur de 78 000 €, selon la répartition suivante: pour le 2 rue du Pirou, 20 000 €, 6 rue du Pirou, 20 000 € et 8 rue du Pirou, qui est un petit peu plus grand, 38 000 €. Il est proposé de réceptionner l'offre de M. Seloupika, qui est le représentant de la SCI Delest, située à Lyon, qui est l'offre qui nous paraît correspondre le mieux aux attentes exprimées dans le cahier des charges. Et donc cet investisseur récupérerait uniquement la partie logement, la commune de Thiers resterait propriétaire des cellules commerciales, et donc c'est la raison pour laquelle certaines offres n'étaient pas recevables. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession à M. Philippe Seloupika ou à toute personne morale pouvant s'y substituer des logements propriétés de la ville de Thiers situés aux 2 rue du Pirou, 6 rue du Pirou et 8 rue du Pirou pour un montant de 70 000 € et d'autoriser M. le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Merci David. Y a-t-il Annie Chevalier? Oui, merci Monsieur le maire. Nous souhaiterions que soit précisé dans l'acte un délai minimum de démarrage et de fin des travaux. Oui, il y aura ça dans l'acte, et il y a même une condition suspensive d'un délai de 3 ans pour que l'investisseur fasse ses travaux. S'il ne le fait pas, les bâtiments resteront propriété de la ville de Thiers, et tous travaux qui seront commencés seront pour nous, et on n'aura rien à débourser pour ces travaux. D'accord, donc. Oui, merci de cette précision que nous n'avions pas dans le rapport. Voilà, merci. Oui, ça marche. Malheureusement. D'approuver la cession à Philippe Seloupika, à la SCI de l'Est, en fait, non? Pour notre délit. Parce que lui représente la SCI de l'Est, mais c'est la SCI de l'Est qui nous l'achète. Enfin, c'est surtout pour qu'on ait une délit où Oui, il faut que ce soit, je crois, une personne représentant la SCI à qui on vend l'ensemble des bâtiments. Donc c'est soit à lui, soit aux différents gérants de la SCI qui pourraient avoir... Ouais, toute personne morale, c'est dans la conclusion. Voilà, toute personne morale, c'est la SCI. Oui. Mais enfin, je sais pas. Il faut qu'on regarde légalement, mais voilà, il y a une clause de substitution dans le compromis. Merci Claude. Je ne connaissais pas les éléments juridiques. Normalement, c'est OK. Elle est notée. Bien. Y a-t-il d'autres prises de parole? Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Toujours David de Rossier pour
un travail de dénomination de rue. David. Oui, il s'agit là, à la demande de certains riverains sur la commune, de faire de la dénomination de certaines rues qui aujourd'hui posent des problèmes au niveau des services postaux notamment. Donc vous avez le listing des différentes rues. Vous avez donc au niveau de l'avenue de Première Armée, la parcelle ZX 830, il est proposé de dénommer cette rue le chemin de la ferme des Ribes. Sur le chemin de Tamier, il est proposé, comme il existe déjà ce chemin, de dénommer cette rue impasse des Pisés de Tamier. Il s'agit d'une petite boucle qui va derrière le lotissement. Route de Chassignol, c'est la petite route qui mène jusqu'au village de Bessé qui finit en impasse, de le dénommer chemin du Bessé. Route des Trois Ponts, impasse de chez Bia. Le carrefour Jean Moulin, rue des Petites Molles, l'impasse de la Poste. Et pareil, une voie desservant un petit lotissement d'office de la dénommée impasse Émile Zola. Il vous est donc proposé d'approuver les dénominations des voies telles que présentées et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Merci David. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur cette affaire? Des votes contraires? Des abstentions? Subvention de façade, David de Rossi, toujours. Donc nous avons deux nouveaux dossiers de demande de subvention de propriétaires qui ont déposé pour compte de la commune, déposé à la commune des travaux de ravalement de façade à hauteur de 2099,45 € rue des Platanes et 2566,60 € rue La Rougerie, soit un montant total de subvention s'élevant à 4666,05 €. Et d'ailleurs, il y a une petite erreur, je crois que c'est impasse de la Rougerie. Le montant total des subventions octroyées depuis le 1er janvier 2025 s'élève à 4666,05 €. Et ces deux dossiers peuvent prétendre à des contributions de tiers de la montagne dans le cadre des ravalements de façade. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'octroi de ces subventions et de verser les subventions après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Merci David. Y a-t-il des prises de parole? Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Toujours subvention en façade, des modifications de délibération. David de Rossi. Oui, il s'agit là d'une petite erreur d'attribution des contributions de ravalement de façade à hauteur de 8170,52 €. Lors du dépôt de dossier, la contribution a été accordée au nom de la SCI Berlingot au lieu de la SCI SDC de Mitterrand. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la rectification de la délibération du 20 septembre 2023 pour l'octroi de la contribution à la SCI Berlingot, d'approuver cet octroi à la SCI SDC de Mitterrand et de verser la contribution après vérification des travaux ainsi que sur présentation des factures et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Et évidemment, nous nous excusons auprès du propriétaire pour cette erreur. Merci David. Je suis pas sûr d'approuver la substitution de Mitterrand par Berlingot. Y a-t-il des prises de parole? Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit d'une modification des membres de la commission locale du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il nous a été proposé par Éric Beaucourt que Bernard Dunia soit le membre titulaire et non plus Éric Beaucourt comme c'était le cas jusqu'à maintenant, et que Éric Beaucourt soit lui membre suppléant en remplacement de Yoann Bentejac, si vous en étiez d'accord. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, le point suivant, il s'agit de sécurité juridique. Il se trouve que le code de la CGCT, en fait, dans son article L2221-14, dit que dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil élit son président. Et l'année dernière, comme toutes les années avant, voire les années avant, on n'a jamais fait élire
la présidence de l'Assemblée. J'ai nommé de fait Hélène Boudon, mais elle n'a pas été élue par vos soins. Et donc, m'est rapporté que ça pose un problème en termes de sécurité juridique. Donc, si vous le vouliez bien, nous allons reprendre les comptes administratifs. Ce sont les mêmes que ceux qui ont déjà été votés l'an dernier. Il ne s'agit pas exactement d'une affaire de proportion éléphantesque, mais en tout cas, je ne voudrais pas qu'un œil torve puisse y trouver à redire. Il y a monsieur, je vais faire dans l'ordre. Est-ce que vous pouvez, vous êtes quel nom? Je suis quel nom? Je suis 16 et 15. Jean-Pierre Dugaud ou Laurent Clémillet? Maryse Barge ou Christiane Sens? Non, mais sur le micro. Sur les 15 du micro. 16 et 15. C'est bon, ça marche. Monsieur le maire, je me mets un peu loin parce que vraiment cette réforme. Le principe des budgets municipaux est basé sur l'intangibilité et la jurisprudence et les autorités administratives peuvent admettre que nous corrigions notre budget pendant l'exercice suivant le budget, donc l'exercice 2024. D'une manière plus précise, nous ne pouvons plus modifier le budget 2023 à partir du 21 janvier 2025 pour les investissements et à partir du 31 janvier 2025 pour toute autre part du budget. Donc, je conçois que vous désiriez pallier à ce problème juridique, mais je pense qu'on se mettrait également dans une illégalité. Alors, on a interrogé les avocats en la matière. Il ne s'agit pas du budget, il s'agit du compte administratif. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Il nous a été conseillé de refaire voter. Il n'est pas question d'ailleurs de modifier le compte administratif. On revote bien dans les mêmes termes que lors du précédent vote en 2023. Martine. Une petite remarque à l'inverse de Philippe Barrault qui croit qu'on va peut-être modifier le budget. Non, non, je pense pas. Non. Par contre, une remarque, pour avoir 40 ans de vie municipale, soit avec une casquette de fonctionnaire, soit avec 10 ans d'élu, c'est la première fois que je vois qu'effectivement, il faut que l'on délibère sur la personne qui va suppléer le maire lors du vote d'un CA en l'occurrence. Donc, je m'interroge. Interrogeons-nous. Eh bien, en tout cas, je vais proposer que Hélène Boudon puisse prendre la présidence de l'Assemblée, et donc je vais faire voter en ce sens. Y a-t-il des votes contraires à ce qu'Hélène Boudon soit présidente de l'Assemblée en mon absence? Des abstentions? Eh bien, Hélène Boudon pourra présider l'Assemblée. Vous me permettrez de me retirer. Bon, c'est la même chose que l'an dernier, donc il n'y aura pas une réexplicitation de l'ensemble des chiffres. Il s'agit de voter et essayer de vous souvenir ce que vous avez voté l'an dernier, de manière à pouvoir voter en fonction. Monsieur Barrault, vous voulez reprendre la parole? Oui. Attendez. Pour ce qui est du principe de l'annualisation des exercices, c'est un principe intangible. Hein. Donc, vous avez eu, il était facile de se procurer un recours d'une association de contribuables qui vous faisait un recours sur le compte administratif. Vous aurez un recours sur le fait de ne pas avoir respecté l'annualisation. C'est évident. Donc, au niveau juridique, ça ne va rien changer. Excusez-moi, c'est vraiment très désagréable quand on parle. Si je puis me permettre, même l'annulation du compte administratif 2023 ne changerait rien, puisque la jurisprudence est claire. À partir du moment où c'est la même somme et le même compte administratif,
ça ne remet pas en cause le budget 2024. Donc, au niveau juridique, vous ne risquez rien sur le budget 2024. Par contre, à partir du moment où on ne respecte pas l'annualisation, excusez-moi, hein, le sifflement est vraiment très pénible. Non, pas de téléphone, c'est entre eux. À partir du moment où on ne respecte pas l'annualisation, on prend évidemment le risque d'un recours sur ce nouveau vote. Je sens bien au courant de ce que font certaines associations. Au moins, ça devient un peu clair pour l'ensemble de l'Assemblée. Merci à vous. Je me retire et je laisse Hélène Boudon faire voter les comptes administratifs. Merci. Ah. Oui, ce sera plus simple. Si, excusez-moi. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je reprends mes affaires, ce sera plus simple. Mais comme l'a dit le maire, effectivement, on va rebalayer l'ensemble des comptes administratifs de façon à les libérer dessus. Donc je ne rentrerai pas dans les détails puisqu'effectivement, nous l'avions déjà fait lors des premières délibérations. Et les délibérations que nous allons prendre ce soir remplaceront celles précédemment votées. Donc, en ce qui concerne le compte administratif sur le budget principal, y a-t-il des votes contre? Des votes pour? Enfin, qui est contre? Qui est pour? Non, c'est abstenu. Je crois qu'il y avait eu 3 abstentions. 3 abstentions, donc on reste sur 3 abstentions. Très bien. Ensuite, on passe au compte administratif sur le budget annexe O. Pareil, y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Entendu, donc voté à l'unanimité. On poursuit avec le compte administratif du budget annexe assainissement cette fois-ci. Vous avez le détail hein, dans la note de synthèse, hein, comme pour tous les comptes administratifs d'ailleurs, je le précise. Donc, y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Donc, voté à l'unanimité aussi. Ensuite, le compte administratif du budget annexe SIC. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Voté à l'unanimité, merci. Le compte administratif du lotissement du Parc de la Roche. Des votes contraires? Des abstentions? Non plus. Abstention. 3 abstentions sur ce budget. C'est noté. En parallèle avec le vote au budget primitif. Voilà. Ah, entendu. Monsieur Beaucourt. Oui, en tant que... Alors attendez, je vous donne la parole. Bon. Écoutez, je ne sais pas. Non. Oui, c'est bon. C'est quand ça sera rouge. Quand ça sera rouge. Il suffit pas. Bah oui, Ben nous, on s'est abstenus. Eux, ils ont fait non. Non. Ben Ils sont non. abstenus. Vous avez appelé, j'ai un nom qui s'affiche qui n'est pas le vôtre, bizarrement, et ça ne fonctionne pas. 44 ou 43. Si, ils sont abstenus pour le site. Là, c'est celui-ci. Faut que tu sois coupé, toi. Le nom, c'est 45 ou 43. Vous avez quel nom à côté du bouton? 45. Voilà, ça doit marcher. Moi, j'ai le 43 qui demande la parole, donc... 43, 18 sur 20. Voilà, ben, c'est ce que je fais. Il n'y a personne d'autre qui allume. Bon, c'est Ça ne marche pas pour temps d'appui et ça convient, mais évidemment, j'ai pas la même dextérité que le maire qui arrive à donner la parole. Donc, si vous voulez bien parler fort, ça ne pose pas de problème à personne. Sans remettre en cause le vote, parce que c'est un constat, le compte administratif, nous, on voulait simplement souligner le problème de ce parc de la Roche et avoir des informations sur ce que devient le projet de vente. On est quand même en négatif chaque année, là. Ça commence quand même à faire beaucoup. Qu'en est-il du projet de vente?
Alors, enfin, je rappelle juste qu'on reprend les délibérations qu'on a déjà faites, hein, c'est pas l'objet. Néanmoins, certainement, David, si tu m'autorises, je te laisse répondre à cette question, pour laquelle tu seras certainement plus à même de répondre à Monsieur Beaucourt. On est en train de constituer un cahier des charges dans l'objectif de faire un appel à projet auprès d'opérateurs immobiliers. Je crois que j'en avais déjà parlé. C'est ce qu'on a dit à la dernière voilà, c'est en commission. cours. Il y a un certain nombre de pièces à constituer et surtout il faut retravailler sur le cahier des charges du lotissement qui avait été fait en amont. On est en train de passer tout ça à la moulinette et puis de faire un cahier des charges vraiment précis pour qu'on ait le maximum d'offres. Il faut également joindre toutes les pièces techniques, c'est-à-dire que tous les diagnostics, toutes les études de sol, les études qui ont été faites sur le terrain et tous les relevés au niveau des réseaux qui sont existants doivent apparaître dans ces documents-là. Donc voilà, c'est un travail qui est un petit peu long, mais c'est en cours et on espère que au courant du printemps, on pourra lancer cet appel d'offres et avoir des retours d'opérateurs immobiliers. Ils sont abstenus aussi. Ouais. Ils sont abstenus aussi. Bien, donc pour le coup, on va quand même passer au vote sur ce compte administratif. Donc je rappelle, on était sur le lotissement du Parc de la Roche. Une nouvelle demande, merci. Alors, là, je pense que ça peut... Non. Ah. Non, mais j'ai une bonne voix. Non, mais il faut réussir, là. Si on n'écoute pas. Non, mais j'ai une bonne voix. Juste pour une précision par rapport à ce que David Desrossis a dit, cette proposition a été évoquée à la dernière réunion de la commission d'urbanisme. Ça avance pas plus vite? On fait de notre mieux. Bien, donc passons au vote. Alors. Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Annie. C'est un dossier qui n'avance pas vite du tout. Et on peut tous le regretter, et j'en suis la première offusquée. Néanmoins, j'ai quand même le souvenir que ce dossier a plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Donc, je pense qu'il va falloir effectivement qu'on trouve des solutions que personne d'autre n'a trouvées. Bien, y a-t-il de nouvelles prises de parole de quelqu'un dans la salle? Non. Alors cette fois-ci, je vous propose de passer au vote. Et donc, toujours sur le compte administratif du budget annexe lotissement du Parc de la Roche, y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? 3. Je vous remercie. Passons ensuite au compte administratif du budget annexe en vue 2. Y a-t-il des interventions? Peut-être pas. Donc des votes contraires? Des abstentions? Non plus. Voté à l'unanimité. Merci. Le compte administratif budget annexe OPA, a-t-il de votre part des interventions? Non. Donc, y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Non plus. Je vous remercie. Et donc, pour terminer avec les comptes administratifs, nous passons au compte administratif du budget annexe péril, qui appelle ou pas des interventions de votre part? Non. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Bien. Donc, nous avons passé l'ensemble des comptes administratifs et nous allons devoir maintenant, en tenant compte de ce qu'on vient de voter, se prononcer sur l'affectation des résultats 2023, chose que nous avions déjà faite aussi. Et donc, je vous propose l'affectation des résultats du budget principal. Y a-t-il... Ok, je vais quand même demander s'il y a des votes contraires. Visiblement, non. Des abstentions, 3. Merci. Donc, en ce qui concerne l'affectation des résultats sur le budget annexe O, y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Non plus. Donc, voté à l'unanimité.
L'affectation des résultats sur le budget annexe assainissement. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions non plus. Je vous remercie. L'affectation des résultats sur le budget annexe SIC. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions non plus. Je vous remercie. L'affectation des résultats sur le budget annexe lotissement du parc de la Roche. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? 3. Je vous remercie. L'affectation des résultats sur le budget annexe en rue 2. Y a-t-il des votes contraires? Non. Des abstentions? Non plus. Je vous remercie. L'affectation des résultats sur le budget annexe OPA. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Et pour finir, l'affectation des résultats du budget annexe péril. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Non plus. Je vous remercie. Je vous remercie et nous allons pouvoir rappeler Monsieur le maire. Je vous donne la main, évidemment. Merci. Comme président de séance, c'est ça? Ah, c'est captivant, tiens. Qu'on fasse le budget de 1923. C'est lourd et surtout, il ne faut pas les charger. On a un petit carton. Ici, en montant Je pense qu'ils ne sont pas sur l'affectation. Oui, je pense pas. Bien, je vous propose de continuer avec des modifications de plan de financement qu'on a votées lors des derniers conseils municipaux. C'est des modifications plutôt à la marge, mais on a souhaité les reprendre pour pouvoir donner des dossiers propres aux différents services instructeurs. Donc sur le premier dossier, il s'agit du schéma incendie de l'hôtel de ville dans le cadre de la DSIL, et donc au lieu d'avoir des montants pour 475 315 €, on a un montant total de 480 671,90 €. Y a-t-il sur ce point des interventions, des votes contraires, des abstentions? Je vous remercie. Je laisse... Tu veux intervenir? Il s'agit là d'une modification du plan de financement pour les travaux de rénovation et de sécurisation de la salle d'espace. Donc, vous verrez, en fait, on fait une demande au niveau de la DETR 2025 pour compléter le financement de cette opération. Vous avez une ventilation avec des plus-values, des moins-values. Le montant des travaux de renforcement structurel, par exemple, nous sommes en moins-value avec un devis de 48 076 € hors taxe, au lieu de 60 000 € de prévu. Sur le montant des travaux d'amélioration des sols, on en profite pour refaire la scène d'espace. On est sur de la plus-value à 38 736 €. Le montant des tests de charge, on est là pour le coup sur de la moins-value à 3 300 €. Il convient aussi d'ajouter des honoraires d'ingénierie concernant le diagnostic structurel des poutres pour un montant de 11 600 € hors taxe, ce qui fait un montant total prévisionnel de l'opération pour restructurer les poutres et les divers travaux à espace de 101 513 € TTC, soit 84 594 €. Nous sollicitons différentes subventions dont le conseil régional aura à hauteur de 50 856 €, l'État, la DETR, à hauteur de 30 513 €.
Si les aides sollicitées sont attribuées, la part d'autofinancement prévisionnel de l'opération sur le montant TTC déduction faite des recettes provisionnelles au titre de la FCTVA sera de 20 663 € pour remettre espace en état. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le plan de financement actualisé, d'approuver la sollicitation d'une subvention de 30 513,60 € auprès de l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2025, d'approuver la sollicitation d'une subvention de 50 856 € auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Merci Claude. Y a-t-il une prise de parole? Des votes contraires, des abstentions, je vous remercie. Alors c'est toujours un dossier DETR, là pour un changement minime. C'est David de Rossi qui prend la main. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit ici également d'une actualisation des différents montants qui vous ont été présentés la dernière fois au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux et une demande pour l'année 2025. Donc on a une plus-value de 11 484 € hors taxe du montant des travaux et une moins-value de 12 146 € hors taxe pour la partie des frais d'ingénierie. Donc le montant total de l'opération revu atteint 411 338 € hors taxe et donc 493 605,60 € TTC. Le montant de la subvention sollicitée est revu à 123 401,40 € et le montant de l'autofinancement reste à 70% à la charge de la commune à hauteur de 287 936,60 € hors taxe ou 345 523,92 € TTC. Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas valeur à figurer dans le tableau qui vous est présenté. Néanmoins, les recettes prévisionnelles sont estimées à 80 971,06 €, soit 16,404% de la dépense prévisionnelle totale TTC actualisée. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement actualisé présenté et d'approuver la sollicitation d'une subvention d'un montant de 123 401,40 € auprès de l'État au titre de la DETR 2025 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Merci David. Y a-t-il des prises de parole? Annie Cheval-Deneur. Oui, merci. Le démarrage des travaux est toujours prévu pour septembre. Je vais me tourner vers notre directeur général des services techniques. La question était, quand est-ce que sont prévus les travaux pour la rue Prosper-Maria? On a lancé le dossier de consultation des entreprises. En cours de publication. Je pense qu'on devrait pouvoir attaquer les travaux avant l'été. Attaquer les travaux avant l'été. Donc c'est une meilleure nouvelle. Meilleure nouvelle que celle que vous aviez, Madame Cheval. Tout à fait. Merci David. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Je laisse la parole à Sylvain Herman pour une demande de subvention pour l'extension de la vidéosurveillance. Sylvain Herman. Merci, monsieur le maire. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué l'année dernière, pour lequel on revient aujourd'hui. Donc, pour rappel, la ville de Thiers n'a pas obtenu les subventions au titre du FIPD 2024, faute d'enveloppe départementale allouée pour le Puy-de-Dôme. En effet, l'ensemble des crédits ont été épuisés, d'une part pour les besoins de réparation des dégâts consécutifs aux émeutes de 2023 et d'autre part pour les besoins sécuritaires des Jeux Olympiques. Comme l'opération n'a pas encore débuté, la commune souhaite répondre à l'appel à projet 2025. Il s'agit donc de renouveler la demande effectuée en 2024. Pour rappel, les investigations menées par les forces de l'ordre suite aux événements survenus dans les mois de septembre à novembre 2023 ont mis en lumière des zones blanches dépourvues de caméras listées ci-après. Donc il s'agit de 3 secteurs qui sont repris en dessous. On parle de l'installation de 7 caméras et de 2 antennes relais qui seraient à situer sur des bâtiments de la ville de Thiers. Bien évidemment, pour minimiser les coûts, on s'appuierait sur les installations existantes.
Voilà, j'essaie de faire assez vite ce qu'on a déjà traité. Dans le cadre du FIPD 2025, la commune peut solliciter l'aide de l'État pour financer les actions de sécurisation outils du programme S. Cette subvention portera à hauteur de 50% au maximum des coûts hors taxes correspondant aux frais d'installation du dispositif de vidéoprotection et au coût des caméras. Un plafond de 15 000 € hors taxes par caméra est maintenu en 2025 pour le calcul des subventions. La sollicitation 2025 nécessite une mise à jour des devis, donc du chiffrage global de l'opération et de son plan de financement. Le chiffrage actualisé porte le montant de l'opération à 73 913 € et 37 centimes, hors taxe, ou 88 696 € 04 TTC. En parallèle du FIPD 2025, la commune de Thiers a d'ores et déjà obtenu le soutien financier de la région pour un montant de 24 720 € 95, 40% des dépenses éligibles hors taxe selon estimation 2023, mais seulement 33,44% des dépenses éligibles hors taxe selon le chiffrage actualisé avec les plus-values 2025. Lors des préalables à toute demande concernant la vidéoprotection et de constituer une demande d'autorisation d'exploitation auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, cette demande a été effectuée et obtenue en 2024. Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter l'aide de l'État au titre du FIPD 2025 à hauteur de 34 409,74 €, soit 46,55% du coût hors taxe de l'équipement, afin de ne pas dépasser le plafond de 80% du financement public sollicité au total. Donc vous avez en dessous le tableau d'investissement. Donc sur les 73 913,37 €, on a déjà d'acquis les 24 720 €. On solliciterait une demande à hauteur de 34 409,74 €, ce qui resterait un investissement en fonds propres de 14 782,67 €. Pour rappel, les plans de financement des demandes de subventions sont exprimés en hors taxe. Aussi, le montant estimatif des recettes au titre de fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA, n'a pas vocation à figurer dans le tableau présenté ci-dessous. Pour information, les montants estimatifs des recettes au titre du FCTVA s'élèveraient à 14 549,69 € pour cette opération, soit 16,40% de la dépense TTC. Si l'aide de l'État est attribuée à hauteur de ce que sollicite la commune, le montant total des recettes prévisionnelles, subventions plus FCTVA, serait de 73 680,39 € pour un investissement total de 88 696,04 €. La part réelle d'autofinancement de la commune calculée sur le montant TTC de l'opération, déduction faite de la FCTVA, serait de 15 015,64 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement présenté ci-dessus, d'approuver la sollicitation de subventions auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme au titre du FIPD 2025, d'autoriser M. le maire à signer tout document se rapportant à la précédente décision. Merci Sylvain. Y a-t-il des prises de parole? Éric Bocco? Oui. Attendez. Merci. Si j'ai bien compris, l'aide de la région est acquise. Si on n'a pas l'aide du FIPD de la part de l'État, on fait quoi? On fait quand même on fera peut-être dans une moindre mesure. On reverra certainement le plan global, mais les demandes de subvention, vous voyez, c'est quand même des montants importants, par de 70 000 €. L'idée, c'est peut-être de le phaser sur 2 ans au lieu de le faire sur une année. C'est encore des choses qui peuvent être revues par rapport à ce que nous dira l'État. D'accord. J'en profite pour vous rappeler quand même, moi, mon intérêt de vidéoprotection aux abords des collèges et lycées, qui n'est toujours pas à l'ordre du jour, et qui me paraissent aussi des endroits sensibles et prioritaires. Là, on a un projet, il faut le faire, mais que la réflexion se poursuive à ce sujet. Alors, simplement, je rappelle, le dossier, pour le coup, a été travaillé avec les services de gendarmerie. On a eu une réunion en sous-préfecture aussi pour présenter, pour avoir un échange sur quelles étaient pour eux les priorités et par rapport aussi à, d'une certaine manière, à l'enveloppe budgétaire que l'on pouvait mettre. Vous voyez, on n'est pas sur des sommes, on ne reconduit pas les sommes qu'on a pu mettre en avant la première année, où on a rénové le schéma de vidéoprotection pour un montant d'un peu plus de 200 000 €.
Ça chiffre très vite en fait. Par contre, très clairement par rapport au retour de la gendarmerie, c'est un élément absolument essentiel pour réussir à clore des enquêtes qui sont faites par leurs soins. Donc ils sont très satisfaits de cette aide, d'une certaine manière, de cet accompagnement de la commune pour ce faire. Je ne dis pas le contraire, hein, et c'est judicieux. Je vous rappelle quand même, il y a actuellement, il a été adopté par le Sénat, un plan contre le narcotrafic, un plan transpartisan, puisque il y aura un sénateur PS et un sénateur LR, qui semble, il devrait passer, compte tenu de son caractère, qu'il insiste notamment sur la protection des jeunes, puisqu'il faut sans cesse renouveler la clientèle et que dissuader de ce côté-là me paraît très important. C'était peut-être moins à l'ordre du jour au moment où on a conçu le plan, mais il y a une prise de conscience quand même qui me paraît très opportune et la question se reposera. Alors, on a bien été invité par la députée Pires Beaune et par Marion Canales pour les accompagner sur ce sujet. Martine Munoz et Hélène Boudon sont allées les voir précisément dans ce dialogue au sein de la création de la loi. Il y a un vrai dialogue territorial. Martine. Alors, attends. Effectivement, il s'agit d'un plan, mais en tout cas avant tout d'une loi, une loi transpartisane qui n'est pas votée encore, qui doit être déposée fin mars, début avril, je crois. Tout le monde espère bien que cette loi passe à l'unanimité, parce que, comme vous le disiez, Monsieur le maire, nous sommes allés de réunion avec Hélène, et cette loi est de bon sens, avec un plan de bon sens. Donc, moi, je me réjouis, parce que on était sur un plan de financement, sur des visios, des vidéos, des choses qui coûtent très cher. Je regrette qu'une fois de plus, quand même, ce soit les communes qui soient obligées d'y aller, d'avancer. Eh ben oui, mais vous me dites, Eric, ah oui. Mais une fois qu'on a dit ah oui, en tout cas, je constate, nous ne pouvons que constater qu'une fois de plus, les communes doivent se substituer avec tout ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui. Ça me semble un peu dommage. Pour ce qui est de la loi, elle est de bon sens et pour ma part, j'espère qu'elle sera votée à l'unanimité. Alors, on a... Voilà. Moi, je vais dans le sens de l'intervention de Martine. La sécurité... C'est bon? Vous m'entendez quand même? C'est bon. Oui, oui. La sécurité, c'est une des missions régaliennes de l'État, et depuis des années maintenant, l'État se décharge sur les collectivités. C'est insupportable, ce truc. Se décharge sur les collectivités pour financer les outils dont ont besoin ses propres agents. C'est quand même voilà, quelque chose qui est assez inacceptable, donc je n'ai jamais voté, c'est pas que je suis contre ce que j'appelle plus moi les caméras de surveillance, parce que je trouve qu'elles sont plus utiles pour la résolution des enquêtes que pour la prévention de la délinquance, malheureusement. Voilà, je pense qu'elles peuvent être utiles à certains endroits stratégiques, mais ça reste un outil de travail pour les agents de l'État. Ce n'est pas aux collectivités et aux mairies qui sont sollicitées, pressurisées, interpellées en permanence de payer le matériel de fonctionnement des fonctionnaires de sécurité. Donc je voterai contre. Alors, dire que la sécurité est une compétence régalienne, c'est à la fois vrai et pas tout à fait vrai. C'est exactement comme pour la santé. S'il y a des contrats locaux de santé, c'est bien parce que des choses qui peuvent être portées par le service hospitalier ne sont pas suffisantes et que la cohérence d'ensemble des différents échelons peut permettre d'avancer sur ce sujet. Si on a des CISPD, si on a des GLTD, c'est bien parce que il me semble important à notre niveau d'être impliqué. C'est-à-dire que la sécurité, c'est à la fois des éléments de répression, mais c'est
aussi des éléments d'accompagnement. Et pour ma part, je me félicite en tout cas des liens très forts que nous avons tissés avec les services de l'État, gendarmerie tout particulièrement, mais aussi avec les services de la justice, la procureure de la République, permettant à la fois de résoudre des affaires, mais aussi de prendre en amont un certain nombre de cas. Le GLTD, c'est une étude, Sylvain participe à ce GLTD, en fait, c'est prendre des cas nominatifs et de voir en amont, avant qu'il soit trop tard, si on peut apporter des solutions permettant d'éviter d'aller vers une destinée un peu tracée pour un certain nombre de personnes. Donc moi, je serais beaucoup moins taxatif dans le fait de dire que c'est pas quelque chose qui nous revient. Ça nous revient en partie. Alors, je suis bien là où je peux rejoindre Martine. C'est vrai que les sources de financement, alors là, sur cette partie-là, on a quand même des subventions possibles à la fois de l'État et de la région. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas un engagement. Après, bon, est-ce que je pense que pour aller un peu plus loin, il y a peut-être eu des décisions qui ont été négatives. Je pense en particulier d'ailleurs à quelque chose qui date un peu, même la suppression de police de proximité sous le gouvernement Jospin a fait, à mon avis, beaucoup de mal. Il y a peut-être une vision de la sécurité au niveau de l'État, pas au niveau de l'État au niveau local, mais au niveau des directives politiques qui sont confiées sur ces domaines qui, à mon avis, devraient être prises pour être beaucoup plus efficaces et beaucoup moins dans la communication qui est malheureusement le chancre des temps contemporains, où on a des ministres qui s'expriment beaucoup et dont les résultats ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'attendent les Françaises et les Français. Monsieur Beaucourt. Je trouve totalement votre intervention, monsieur le maire. La question de la sécurité, de la paix civile a toujours été une compétence partagée entre l'État et les collectivités. Je dis les collectivités, pas seulement les communes, mais même si le maire est de droit principalement responsable de la tranquillité publique. On peut le dire autant de beaucoup de domaines. Vous avez évoqué la santé, les services sociaux, tout ce qui est prévention est nécessairement une compétence partagée parce qu'elle doit mobiliser l'ensemble des acteurs de la société. Alors on a le droit d'avoir une autre conception, mais j'observe que dans la plupart des pays du monde, les démocraties, c'est bien organisé comme ça. En revanche, en ce qui concerne la police de proximité, je pense que celui qui l'a supprimé, ce serait peut-être plutôt M. Sarkozy. Oui. Et M. Jospin, c'est celui qui l'avait mis en place, me semble-t-il. Je confirme, tout à fait. Maintenant, je pensais bien à lui comme créateur de la police de proximité. Effectivement, c'est M. Sarkozy qui l'a supprimé. Voilà. Faites bien de le dire. Y a-t-il des votes contraires? Je confirme. Combien de votes contraires? Une. Des abstentions? Je vous remercie. Et je laisse la parole à Hélène Boudon pour des demandes de subventions dans le cadre de la sécurisation des accès de l'école du Moutier. Hélène. Une nouvelle demande de subvention, donc toujours auprès de l'État et de la région, donc de l'État au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIPD, et auprès de la région dans le cadre des équipements liés à la sécurité, dans le cadre de la sécurisation et des accès des écoles maternelles et élémentaires et de leur salle de classe, évidemment. Donc, la commune de Thiers projette effectivement d'investir dans un nouveau système de contrôle des accès en ce qui concerne certains équipements. En l'occurrence, là, c'est les écoles. Nous avons un premier site qui est le site de l'école élémentaire du Moutier, qui sera le site pilote de ce nouveau dispositif. Et donc, ce système de contrôle d'accès concernera 12 portes et 2 portails de ce site. Donc, on aura l'installation de nouvelles serrures électroniques par badge et qui remplaceront les clés sourires que nous avons actuellement et qui, effectivement,
ne sont pas complètement satisfaisantes. Et donc la dotation d'un logiciel de gestion et de contrôle du dispositif. Donc de la même manière que pour la délibération précédente, la commune peut effectivement prétendre à des subventions de la part de l'État et de la région. L'équipement total tel qu'il est envisagé s'élève, le montant de l'équipement s'élève à 12 270 € hors taxe, soit 14 724 € TTC. Et donc, nous souhaitons, Ville de Thiers, solliciter le FIPD à hauteur de 6 135 €, donc hors taxe, puisque, pareil, de la même manière, la TVA ne rentre pas en ligne de compte dans les demandes de subvention. Et puis, au niveau de la région Aura, une subvention de 30% qui représenterait 3 681 €, pardon. Donc, en tout et pour tout, si nous obtenons effectivement l'ensemble des subventions que nous sollicitons, nous aurons en réalité un reste à charge supporté par la commune de 2 492,68 € TTC. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement tel qu'il vous a été présenté dans le tableau juste au-dessus et que vous avez sous les yeux, d'approuver la sollicitation d'une subvention d'un montant de 6 135 € auprès de l'État, d'approuver la sollicitation de la subvention d'un montant de 3 680 € auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes et d'autoriser le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Ils seront mis, les badges seront mis à la disposition de qui? Des mêmes personnes qu'aujourd'hui ou ce sera plus limité? Alors l'idée c'est effectivement de contrôler les accès, donc de toute évidence l'équipe pédagogique dans sa totalité aura les badges à sa disposition, ainsi que les personnels qui aujourd'hui gravitent autour du site et ont des interventions, que ce soit sur le service de restauration, les temps de ménage, mais effectivement l'idée c'est quand même d'avoir un contrôle et de ne pas disperser autant de badges d'accès que ce qu'on a pu avoir avec des clés qui effectivement aujourd'hui posent problème puisqu'on a un certain nombre de clés sur un certain nombre de bâtiments qui sont un petit peu dans la nature. Et justement, c'est pour lutter contre ce phénomène que nous envisageons de mettre ce dispositif dans cette école et ensuite de le généraliser dans les autres écoles et peut-être même sur d'autres sites si cela est satisfaisant. Voilà. Merci Hélène. Y a-t-il d'autres prises de parole? Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, alors, c'est un point qui va être décliné en 3 affaires. Ici, il s'agit de la modification d'autorisation de programme et des crédits de paiement sur les travaux du Centre d'art contemporain. Donc, il y a à la fois un avenant pour des carottages supplémentaires, du béton supplémentaire et un prolongement du délai puisqu'il y a du retard, un léger retard sur le chantier. Et vous avez donc présenté aussi un point qui va être traité derrière. Il y a eu une erreur sur une retranscription de chiffres avec l'entreprise ELEC Industrie, donc qui sera aussi prise en compte. En fait, on a un montant qui varie. Alors, c'est 108 343 096 € hors taxe et non pas 108 530 €76 hors taxe. Alors, si sur le marché Browser, ça fait une augmentation d'environ 11% sur la totalité des marchés, sur le centre d'art contemporain, on est à environ 5% des marchés initiaux. Y a-t-il des prises de parole sur cette affaire? Merci beaucoup. Juste pour confirmer, on l'a déjà expliqué lors des conseils précédents, notre abstention sur le coût et de l'absence de répartition en plusieurs tranches. Confirmation de l'ouverture. Il y en a d'autres prises de parole? Attendez. Vous pouvez nous confirmer
principe de l'inauguration en juin. L'inauguration en juin, toujours prévue? Oui, 21 juin 27 juin. Y a-t-il donc des abstentions? Vous notez toutes les abstentions? Des votes contraires? Pas de votes contraires, merci. Alors, on reprend cette affaire. Il s'agit d'une garantie d'emprunt pour le centre hospitalier de Thiers, puisque vont démarrer très bientôt les travaux de délocalisation de l'EHPAD du Belvédère au sein même du centre hospitalier de Thiers. Et donc, la banque qui les suit, en l'occurrence la Caisse des dépôts et consignations, demandait un peu de précision dans le vote des deux assemblées, puisqu'il y a pour 50% une garantie d'emprunt du côté de Thiers et pour 50% une garantie d'emprunt du côté de Thiers-d'Or-et-Montagne. C'est l'occasion pour moi aussi de dire qu'on les a accompagnés pour la mise en place des travaux. Alors, de plusieurs manières. Il y a le syndicat mixte de transport urbain thiernois qui les suit pour la mise en place d'un plan de mobilité. Et donc, pendant la phase des travaux, il va forcément y avoir un peu moins de place là où il y aura des travaux. Et on a donc proposé d'utiliser un terrain qui est juste en face, par la salle de la Sapine, de manière à ce qu'il puisse y avoir des parkings, au moins temporaires, pendant la phase de travaux, principalement pour les personnels hospitaliers qui vont venir le matin et qui vont repartir le soir, ou qui vont venir dans la nuit et repartir le soir, de manière à ce qu'on ait un peu plus de place réservée pour les publics venant visiter les malades. Et du coup, on reprendra aussi une toute petite partie de l'éclairage public pour qu'il puisse y avoir une vraie déambulation sécurisée entre ces parkings et l'hôpital de Thiers. Voilà. Y a-t-il sur ce point des interventions? Oui. Claire Joyeux. C'est juste une demande. Alors, bon, avec Annie, on s'interrogeait. Elle me disait, mais si, là, ça a déjà été présenté. Moi, je n'ai pas le souvenir que ça a été présenté en conseil municipal. Le projet. Si, ça a été présenté, mais on n'a pas mis, le prêt tel qu'il a été négocié avec la Caisse des dépôts et consignations. Donc en fait, il nous demande d'avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé. On avait une proposition de principe à l'époque, et alors que là, on rentre sur quelque chose qui nous est demandé par la Caisse des dépôts et consignations. Ça ne change pas grand-chose, mais on est obligé de repasser cette affaire. Par rapport au point financier. On l'a voté 2 fois d'ailleurs. On l'a voté au sein de cette assemblée et on l'a voté au sein de Thiers-d'Or-et-Montagne. Non, mais c'était pas par rapport au financement du tout, mais sur la présentation du projet par... Ah non, on l'a voté. Non, mais oui, mais je suis d'accord. Mais est-ce qu'il pourrait nous être présenté? Alors, on peut demander une présentation, Martine. C'est quand même, ça serait bien effectivement qu'en début de conseil municipal. Alors, je ne sais pas si le prochain c'est un gros. Il y a 2 gros conseils avec le débat d'orientation budgétaire et le budget qui vont suivre. Peut-être qu'on fera dans 3 conseils municipaux ou en commission, comme vous le voulez. En commission. On peut tout à fait demander à la ou au nouveau directeur, parce que le directeur actuel est en partance, de présenter à la fois le projet d'EHPAD, on serait d'ailleurs très heureux en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital, et le projet de schéma directeur immobilier du centre hospitalier, puisqu'il va y avoir aussi des travaux importants, on parle d'un peu plus de 30 à 40 millions d'euros pour rénover l'hôpital de Thiers et permettre de le sauver complètement, parce qu'on a quand même craint pendant au moins en début de mandature que les hôpitaux de cette taille puissent être menacés. Alors visiblement, si on lance des travaux, j'ose espérer qu'il y aura une cohérence, en particulier des services de l'État, pour continuer à maintenir un hôpital de qualité. Et je tiens à saluer aussi le gros travail
du groupement hospitalier territorial, où en fait on est dans un groupement, l'hôpital de Thiers fait partie d'un groupement hospitalier beaucoup plus large. Lorsque ces groupements hospitaliers territoriaux ont été mis en place, on a été, on va dire, très craintif, pour pas dire plus, sur cet outil. On craignait une forme d'aspiration du côté de Clermont-Ferrand. Alors c'est vrai que il se trouve que le président du CHU, Olivier Bianchi, est très attaché à l'équilibre territorial qu'il a porté, que le directeur Didier Eugène, à l'époque et maintenant la directrice actuelle, le porte aussi. Et ça a permis, tout particulièrement pour l'hôpital de Thiers, d'en tirer une vraie plus-value en termes de mutualisation de postes, où on avait beaucoup de postes qui étaient difficiles à pourvoir, et là on arrive à les pourvoir grâce à ce groupement hospitalier territorial. Donc c'est un peu ce que disait François Mitterrand des institutions de la Ve République, dangereuses avant moi, dangereuses après moi. Le GHT peut être un outil dangereux, il ne l'est pas à l'heure actuelle avec la présidence d'Olivier Bianchi, et je souhaite que l'on puisse perdurer sur cette voie dans les temps à venir. Martine. Effectivement, ça sera intéressant. On peut le refaire, alors pas les 2 prochains avec le double budget, mais on pourra le faire. Je voudrais juste redire quand même à Claire, rappelez-vous tous que nous avons reçu en début de conseil, je vous dirai pas lequel, Julien Sestre, le directeur de l'hôpital, qui nous avait... Ah oui, oui, mais tu veux les revoir plusieurs fois, s'il faut te remettre à jour, non, pas de problème. Non, mais tu as raison, on pourra être vraiment... Ok, mais c'est possible, hein, sans problème. Et d'autant qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Il n'était qu'à l'état de projet, alors que maintenant, on rentre dans les travaux. On peut présenter en tout cas l'aspect de ce qui va sortir de terre sur la partie EHPAD, peut-être un peu moins sur la partie centre hospitalier, où là il y aura besoin d'un peu plus de réflexion des architectes. On n'en est encore pas à la phase finale, mais en tout cas c'est des dossiers qui avancent, et pour ma part j'en suis extrêmement satisfait. Je tiens vraiment à saluer le travail qui est fait par l'hôpital de Thiers en tant que navire amiral de la santé sur le territoire. Alors, sans service public de la santé, il n'y a pas de santé possible. D'ailleurs, même s'il y a des médecins libéraux autour du service public de santé, les services publics de santé sont à défendre. Je le dis parce que il y a quand même des menaces assez importantes en termes budgétaires sur les hôpitaux publics. Il y a beaucoup de problèmes de trésorerie sur beaucoup d'hôpitaux publics, et je sais qu'on a beaucoup d'élus sur ce territoire qui défendent le service public de la santé. C'est pas le cas partout, et je pense que c'est aussi notre rôle de dire qu'ici on souhaite que les hôpitaux publics puissent bénéficier des financements publics nécessaires à leur bonne administration. C'est pas du tout de mettre en place des Ségur de la santé, il faut les financer, et c'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc on a malgré des hausses sur beaucoup d'hôpitaux, en particulier sur l'hôpital de Thiers, d'actes mis en œuvre, on a des trous qui se creusent, et je souhaite que on ne puisse pas les creuser trop longtemps. Voilà. Y a-t-il sur cette garantie d'emprunt des votes contraires, des abstentions? Je vous remercie. Alors l'avenant numéro 2, j'en ai parlé avec la PCP. Il s'agit de prendre en compte les plus-values de 7 653,50 €. Y a-t-il sur ce point des votes contraires? Peut-être les abstentions, non? Ouais. Les abstentions. Merci. Le point suivant, c'est un peu dans la même lignée, c'est par rapport à Elec Industrie, donc reprendre des chiffres corrects. Il y a une erreur matérielle sur une ancienne bélib, donc 108 343,96 €
au lieu de 108 530,76 €. Y a-t-il... Oui. Par rapport au vote. Vous ne prenez pas part au vote? Oui. Donc, des votes contraires, des abstentions, toujours le même groupe qui se sont abstenus. Et finalement, la mise à jour du tableau des emplois. Donc, on a eu voté lors de précédents conseils des créations d'emplois. Et donc, il vous est proposé les suppressions attenantes. En fait, c'est lié à la fois à la promotion interne, au concours. Enfin bref, il ne s'agit pas ni de création ni de suppression nette d'emplois au sein des services. Y a-t-il des questions? Bon, juste pour vous remercier pour cette présentation enfin plus claire, en partie double, des postes supprimés et des postes créés, qui rend les choses plus lisibles pour vous. Non, mais c'est plus lisible. Non, c'est pas moi qu'il faut remercier, M. Beaucourt, c'est le directeur général des services, Christophe Kelly. Vos remerciements lui auront droit au cœur. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons un prochain conseil municipal, donc le 24 mars, dans cette salle même, et nous aurons le rapport d'orientation budgétaire, donc ce sera un conseil important. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée? Annie Cheval-Denay. Oui, merci, monsieur le maire. Attendez. Ah, oui. Merci, monsieur le maire. Une question. Où en est-on sur l'appel d'offres, l'appel à manifestation d'intérêt pour ILOA? Est-ce qu'on a bon espoir que le camping et la base fonctionnent dès le printemps? Alors, Pierre Conti répond, il appuie sur le bouton, n'importe lequel. Il y a Éric Beaucourt qui apparaît. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous êtes précoce, Madame Cheval-Denay, vous prévoyez vos vacances estivales. Donc, j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Le camping sera bel et bien ouvert à Iloa en cette saison. Je n'ai pas de date précise à vous donner. En tout cas, on a fait des appels à projets. On a plusieurs candidatures qui sont intéressées et qui ont déposé leur candidature, justement. Et on aura aussi de la petite restauration, pour ne pas dire snacking, sur la base de loisirs cet été. Voilà. Très bien. Merci Pierre. Y a-t-il d'autres questions diverses dans l'Assemblée? Monsieur Marot. Excusez-moi, monsieur le maire. Une rafale de questions diverses déjà posées à des conseils précédents. Je vous avais demandé si on avait les résultats des dosages en PFAS dans l'eau potable qui ont été réalisés sur les puits du Felet et quand serait mis en place le dosage exhaustif des toxiques et pollutions dans ces puits afin d'embrayer le plus vite possible sur le prochain plan de gestion de la sécurité sanitaire d'eau potable, puisque les premières mesures commencent en 2026 pour se terminer en 2030. Je ne vais pas répondre différemment de ce qu'on a répondu la semaine dernière. On est sur un schéma directeur qu'on est en train de mettre en place avec Roberto Benzi sur à la fois l'eau potable et l'assainissement. À ce moment-là, on fera les choix sur les priorités qui seront dédiées au budget investissement aussi bien de l'eau potable et de l'assainissement. On est en train de mettre en place on a un bureau d'études qui nous accompagne là-dessus. Donc, ça sera aussi l'occasion de réinterroger à ce moment-là. Donc, en fait, pour le moment, il n'est pas prévu des examens chromatographiques pour savoir quel type de polluant on a dans notre eau potable. Je parle des examens qui permettent de détecter tout type de polluant, puisqu'il y a des polluants qu'on est obligé de contrôler, et il y a après pour chaque puits d'eau potable, et ce sera l'objet de ces prochains plans de gestion sanitaire de l'eau potable, on détecte des polluants qu'on ne recherche pas forcément avec cette chromatographie. Pour information, les PFAS sont sur le site de l'HAS. On en a un peu de PFAS dans nos puits.
J'enchaîne sur une deuxième question. Pardon? Je peux enchaîner sur une deuxième question. C'est uniquement des questions que j'ai déjà posées. Donc, pour ce qui est du frelon à pattes jaunes, qu'on appelle aussi frelon asiatique, mais c'est vrai que comme entre deux frelons, c'est difficile de distinguer, il semblerait que celui qui nous intéresse, c'est les pattes jaunes. À partir du mois de mars, c'est le dernier moment pour faire les piégeages. Donc, je m'adresse à vous en tant que président du parc, vice-président de TDM et maire de Thiers. Est-ce qu'une action coordonnée de piégeage est prévue sur notre territoire? Alors, je laisse la parole à Isabelle Furgon sur ce qu'on a prévu par rapport aux services techniques, parce qu'ils interviennent sur... je rappelle que le parc n'a pas vocation à travailler dessus, de manière générale. Isabelle Furgon. Alors, à ma connaissance, on est plus dans le... On a une entreprise avec laquelle on a un marché qui traite les nids de frelons, mais je ne peux pas vous donner d'informations sur la partie piégeage parce que je n'en ai pas connaissance. On a un agent qui est dédié, qui parallèlement à ça est également pompier volontaire, qui est dédié au signalement de la destruction des nids de frelons lorsqu'ils s'avèrent être dangereux, parce qu'évidemment on ne peut pas traiter tous les nids. Il y en a certains qui sont perchés très haut, loin dans les montagnes et loin de toute habitation et de tout passage d'êtres humains et donc inaccessibles aussi pour l'entreprise, à part par drone avec des moyens assez importants qui ne sont pas prévus dans le marché à ma connaissance. Mais pour ce qui est du piégeage, très humblement, je n'en ai aucune idée. Mais on peut se renseigner. Dernière question. Non, pas fini. Oui, de nombreuses régions, sachant que chaque nid engendre entre 50 et 500 autres nids, piègent les rennes au mois de mars. Par exemple, le parc naturel de la Lozère fait ça. Une quantité innombrable de communautés de communes et de communes qui achètent des pièges et les donnent aux habitants avec une formation et en les faisant disposer, évidemment, dans les périodes où ils servent à quelque chose. Hein, c'est pas la peine d'en mettre en septembre. Et donc, si on veut éviter que notre commune devienne un véritable réservoir de frelons à pattes jaunes, ce serait sans doute bien de voir ce qu'ont fait toutes ces autres collectivités locales. Je citerai par exemple la ville de Montbrison, enfin il y en a partout. Hein. Maintenant, c'est de plus en plus commun. Lors des diverses péripéties législatives à l'Assemblée nationale, le plan de frelons asiatique a été adopté. Donc on peut s'y référer maintenant, puisqu'il ne l'avait pas été à cause de la disparition du gouvernement Barnier. Y a-t-il d'autres questions diverses dans l'Assemblée? Martine. Juste un complément, parce que, pour rebondir sur ce que disait Isabelle, il se trouve que j'ai eu à m'inquiéter de ce problème, puisqu'il y a un nid vide qui m'avait été signalé tout près d'Aquarelle. Donc, je me suis tout naturellement tournée vers notre directeur des services techniques qui m'a exactement expliqué quelle était la procédure, ce que l'on pouvait faire, ce que l'on devait faire. Et je rebondis sur ce que dit Isabelle, effectivement, on a quand même quelqu'un qui s'en occupe avec une entreprise. Il est clair que lorsqu'il s'agit de nids dans des propriétés privées, je veux dire que chacun doit prendre ses responsabilités. La ville ne va pas courser les nids, alors vous les appelez pattes jaunes, moi je dis asiatiques, je sais pas, ça doit être les mêmes. Mais je veux dire que je me suis occupée, parce qu'il s'agit d'aquarelles, lorsqu'il s'agit de choses qui sont proches des écoles, mais pour les privés, il faut vraiment que les gens prennent leurs responsabilités. On ne va pas, la ville ne va pas courser tous les nids de frelons asiatiques, la ville, la commune, les services sur toute la commune. Ça me paraît compliqué.
Isabelle Furgon, Christophe. Et à mon tour, je rebondis sur ce que dit Martine, puisque moi j'ai interpellé il n'y a pas très longtemps l'agence sur un nid qui est en bas du cimetière Saint-Jean qui m'a inquiétée et qui est percé de gros trous. Donc a priori, en fait, en cette période, les nids sont vides et lorsqu'ils sont percés de gros trous, c'est que les oiseaux ont essayé d'aller récupérer les quelques larves qui pouvaient subsister à l'intérieur. Donc le nid, si vous en entendez parler, le nid qui est en bas du cimetière Saint-Jean ne pose pas de problème. Et l'année dernière, nous avons repéré un nid assez conséquent sous une tonnelle de tombes au cimetière des Limandons, qui lui par contre était occupé. Et dans le cadre d'arrangements qu'on a avec les pompiers de service rendu, ils sont intervenus eux-mêmes très rapidement pour nous débarrasser de ce nid de frelons bien habité, bien occupé, bien vif au cimetière des Limandons. Donc on surveille, on sait très bien nous aussi que c'est dangereux et on fait en sorte que là où le public peut risquer d'être piqué, on fasse le nécessaire le plus vite possible pour ne prendre aucun risque. Éric Bocco. Merci Monsieur le maire. Ligon Batajac et moi-même étant apiculteurs-amateurs, on est assez concernés. Je voulais signaler que le groupement de défense a fait des formations régulières, il y en a eu l'an dernier. Et puis sans aller chercher les communes très loin, la commune d'Escoutou, limitrophe l'an dernier, a mené une opération très peu onéreuse puisqu'elle a fourni les capsules qu'on met sur une bouteille en plastique et la recette, un tiers de vinaigre, de bière, de sirop, qui permet de piéger. Et c'est effectivement au mois de mars que ça se passe parce que c'est les fondatrices. Hein. Les nids sont vides, mais elles vont les faire là. Donc ça, c'est une opération possible. Une petite commune à très peu de frais. Hein. Et je dois dire que ça nous a semblé efficace parce qu'on avait l'année précédente était une vraie catastrophe. Il y en a quand même eu un peu moins cette année, ça a dû jouer un rôle. Donc il ne s'agit pas de les courser. De toute façon, ils ne s'occupent pas de savoir si c'est en propriété publique ou privée, mais il s'agit de viser les charbonnières, les fondatrices. Comment? Les nids. On sait s'ils sont publics ou privés. Oui, mais là, on ne s'occupe pas des nids, Martine, dans cette saison. On va pas demander des cartes d'identité. Non, mais comme Isabelle Furgon l'a expliqué, en cette saison, les nids sont vides. On veut éviter les futurs nids et donc attirer les fondatrices. Alors, on peut les attirer. Donc, l'opération Escoutou, les apiculteurs amateurs étaient invités. Il y en a beaucoup hein, dans notre région. Hein. Dans chaque commune, village, il y en a, notamment à Thiers. Et ils ont simplement fourni ces capsules. Elles étaient proposées à tous les habitants qui pouvaient mettre ça dans leur jardin. Donc un coût minime, une mobilité, ça a eu un certain succès, hein, parce qu'il y avait au moins, je dirais, 150 habitants de la commune venus retirer leur capsule. Voilà. Qui coûte quelques centimes. Hein. Ça va être un collage. On va être Pascal. Vas-y, Pascal. Bonsoir tout le monde. Eric, je voulais juste savoir si ces pastilles sélectionnent les espèces, voilà, si c'est spécifique aux frelons, ou si des guêpes ou des abeilles peuvent rentrer dedans. Alors, il n'est pas totalement sélectif. Il attire particulièrement les frelons. Et très peu, on n'a pas trouvé d'abeilles, moi je n'ai pas trouvé d'abeilles dans mes pièges. C'est la composition du cocktail qui ne plaît pas aux guêpes. C'est l'alcool. Donc oui, la réponse c'est quand même relativement très sélectif. Ça perd toujours les gens. Bien. Y a-t-il d'autres questions diverses? Il faut appuyer sur le... Alors, troisième question diverse. La promesse de vente à la Société Histoire et Patrimoine pour l'ancien hôpital de la ville avait une prolongation, s'il n'y avait pas de classement en particulier, jusqu'à fin décembre. Est-ce que depuis, un nouvel avenant a été fait? Et est-ce que vous avez eu des informations sur la santé financière de cette entreprise qui était très dégradée l'année prochaine et l'année dernière, et qui ne donnera son bilan financier
qu'au mois de juillet de cette année à mi-mandat. Alors, j'avais déjà eu l'occasion de répondre à cette question. On vous a donné, on vous a envoyé les documents d'ailleurs, je crois lors du dernier conseil municipal justement sur la santé financière du groupe. Donc nous-mêmes, on n'a pas d'inquiétude. Et par rapport à l'avenant, on aura l'occasion lors d'un futur conseil municipal de faire passer au sein du conseil pour qu'il puisse y aller. On n'a pas eu. Il dit qu'il ne faut pas avoir reçu les documents. Non. C'est quoi? Il ne faut pas reçu ces documents. Non. Ah si, il y a eu un envoi, moi je l'ai eu. Ah ben oui, mais vous l'avez eu, vous? Bon, on verra, mais vous avez des choses qui ont été envoyées. Non, Non, mais non plus là-bas. Non? Non. Combien l'ont eu? Il n'y a rien, ça. J'ai eu des documents. Oui. Il faudra demander à Malika Fournier d'envoyer les choses. D'autres questions diverses? Yoann Bentejac. Merci. Oui, concernant avant l'inauguration du Centre d'art contemporain, je voulais savoir si il était prévu dans le calendrier des travaux d'effectivement retirer l'ancien égout qui est dans le long de la Durolle. Il est pourri d'amiante. Alors, ni dans le calendrier, ni dans le budget actuel, nous n'avons prévu ce retrait. Toujours est-il qu'on est en train de voir avec le service des rivières du parc, parce qu'ils font ils suivent la Durolle en ce moment. S'ils peuvent en retirer une partie, en tout cas, s'ils retirent des choses, ça sera que la partie en plastique. Il n'y aura pas de retrait général. On a essayé, moi j'ai essayé en tout cas en tant que président du parc de voir si l'agence de l'eau pouvait financer les travaux de retrait complet et l'agence de l'eau nous dit c'est pas une pollution, c'est quelque chose d'esthétique. Et à l'heure actuelle, ils ne suivent pas sur la partie financement. Donc, c'est quand même des travaux qui sont assez lourds en termes de retrait. Premièrement, parce que en plus, il y a de l'amiante sur les réseaux en eux-mêmes. Donc, ça veut dire que les retraits déjà assez classiques dans une rivière est loin d'être simple. Et en plus, dans les conditions actuelles, risque d'être très très coûteux. Donc, pour le coup, on essaie toujours de travailler pour trouver des sources de financement possibles. Mais c'est pas un dossier aussi simple que ça. J'entends bien, c'est que Dominique Chambrinard me taquine beaucoup sur cette question parce que on a, vous l'avez vu, un centre d'art contemporain qui est en train de sortir de terre. Il y a à la fois des associations et des services qui ont participé au nettoyage des berges. Et donc maintenant, on a quelque chose d'assez magnifique, mais c'est vrai que notre regard est porté vers ces tuyaux encore plus qu'il ne l'était jusqu'à maintenant. Donc, j'entends tout à fait la question et j'entends qu'il faudrait trouver des solutions pour pouvoir retirer ces tuyaux. Il y avait les greux sur place. Pardon? Il y a encore les greux sur place. C'est un problème d'amiante. Maintenant. C'est un problème d'amiante. Dommage de ne pas avoir lié à l'amiante. Ça fait 25 ans que j'en entends parler. C'est pas un problème de grue, c'est un problème, c'est des équipes spécifiques qu'il faut. C'est pas la grue en elle-même qui coûte le plus cher. C'est pas. Sans faire revenir une. Non. Oui, mais c'est. Si vous avez des centaines de milliers d'euros à nous offrir, on prend un preneur. À économiser, on a. D'autres questions diverses? Alors, une quatrième et dernière question. Vous vous étiez engagé à nous faire un compte-rendu de votre délégation pour les dépenses pour les travaux de Permadoc. Vous le ferez au prochain conseil municipal? On vous enverra carrément dans un envoi, on vous enverra le budget. Ça aurait dû être fait la dernière fois. Yoann. Oui, au précédent conseil,
on vous avez fait la demande de pouvoir consulter les études hydrogéologiques pour les deux périls de l'avenue Joseph Clossat sur le haut et le bas. Et on n'a pas eu de retour là-dessus. Je crois que vous aviez accepté qu'on les consulte. Pareil, hein, quand il y a des questions d'opposition, ce serait bien quand même qu'il y ait des réponses. Merci. Oui. Johan, les documents sont consultables en mairie. Donc tu peux aller en mairie et demander ces documents et on te les fournira. Il y a une question au conseil, donc la moindre des choses, c'est de leur dire que les documents sont consultables en mairie. Martine. Oui, je vois que Philippe Barrault s'inquiète, en tout cas s'inquiète pas, mais nous pose des questions sur Pierre Madoc. Effectivement, il faudra vraiment sortir les chiffres des travaux qui, à mon sens, sont tellement, mais tellement moindres par rapport aux services rendus depuis, eh bien, il va y avoir un mois samedi. C'est-à-dire, je pourrais vous donner des chiffres, je vais vous en donner un seul pour le week-end d'ouverture, le 1er et le 2 février. Il y a eu exactement 99 consultations. Ouf. Je crois que ça parle de soi-même. Donc, effectivement, il est important parce que je pense que c'est important qu'on ait les prix des travaux, le montant des travaux, pour ramener à sa juste valeur par rapport à l'intérêt de la chose. J'ai pas donné les chiffres exacts, mais c'est environ 250 000 euros qu'on donnera le détail puisque c'est demandé. Mais effectivement, pour notre part, nous sommes extrêmement satisfaits de cette opération. Martine rappelait les chiffres du début. Il y a même eu des journées où il y avait 100 personnes sur une journée entière. Donc ça montre des besoins en termes de santé. Je pense qu'ici, les personnes découvrent le sujet et ça montre que on a quand même, on peut se féliciter d'avoir pu mettre en œuvre ce projet en très peu de temps. Je rappelle qu'entre septembre et décembre, les services ont vraiment fait leur maximum pour rendre le dossier dans les temps et on voit que là aussi, hein, la santé, c'est pas une compétence des communes, a priori, au moins directe, mais très clairement, sur un territoire où on a une désertification assez marquée en termes médicaux, à partir du moment où les communes n'interviennent pas, où les communes n'interviennent pas, on sent que l'offre médicale risque de disparaître petit à petit. Donc, on a eu l'occasion de montrer cette affaire Permadoc. Il y a aussi le cabinet de radiologie qui va ouvrir. Il y a du coup les travaux au sein de l'hôpital de Thiers, l'EHPAD. Ça montre un territoire à nouveau en dynamique, en tout cas essayant de trouver les solutions. Et moi, je me félicite aussi que ce conseil se soit donné quelques moyens, à la fois financiers, mais aussi surtout d'organisation et avec des services extrêmement actifs sur ce sujet. Alors, Claire Joyeux. Oui, donc juste pour prolonger ces remarques, est-ce que donc l'ouverture avec le succès, parce qu'on n'est pas une fête foraine, mais avec cet impact très fort qu'il a eu sur l'offre de santé, est-ce que parallèlement ça a permis aux urgences de se désengorger un peu? Il y a eu un impact évident ou pas? On n'a pas encore les chiffres des urgences. Je rappelle simplement que les chiffres qui nous ont été fournis par l'hôpital lui-même, c'est que 43% du public des urgences ne relève pas des urgences. Et oui, c'est pour ça. Tout est dit, mais c'est un chiffre tellement massif
qui montre aussi les difficultés qu'avait une partie de la population pour se soigner. Pas simplement d'ailleurs pour se soigner, mais aussi on a des salariés qui avaient des difficultés pour, ne pouvant pas travailler, avoir simplement voir un médecin pour leur permettre de rester chez eux. Donc ça a quand même soulagé beaucoup de personnes, et je parle d'une manière assez générale, c'est pas simplement sur Thiers, ça désengorge aussi l'ensemble du bassin, où on a une offre à la fois donc rappelle les chiffres, 10h, 23h, 7 jours sur 7, 361 jours par an. Et donc ils sont combien de médecins actuellement? Oui, enfin, j'ose espérer, et je suis convaincue, je veux demander les chiffres, je ne l'ai pas fait encore, que ça a désengorgé les urgences, parce que ça voudrait dire quand même qu'avec une centaine de consultations sur 2 jours, on était en pleine pandémie. Hein, je veux dire, bien évidemment, il ne s'agit pas que de Thiers, c'est le bassin. Mais on travaille aussi pour le bassin, d'où l'intérêt d'avoir l'installation sur la ville-centre, hein, c'est-à-dire sur Thiers. Donc voilà. Mais les chiffres, je peux les demander, ça je peux les avoir. Mais c'est important. J'ai eu des retours, des gens qui, je peux vous l'assurer, des gens qui m'ont téléphoné pour me dire merci. Non mais c'était pas là. Non, mais j'ai compris le sens de ta question. Non, je demandais combien il y avait de médecins actuellement. Il y a 5 cabinets. Non, actuellement. 2 médecins. Actuellement, on est à peu près sur 2 médecins qui vont. Ils sont à 2, jusqu'à 5 médecins. En fait, tu comprends pas. Alors, je vais t'expliquer. Ils sont 2 en permanence et 5. Ils sont 5 à rouler. Voilà. Et avec la possibilité d'augmenter encore. C'est-à-dire qu'ils se sont donnés, ils voulaient d'abord voir comment ça réagissait avant de complètement parfaire l'offre. Mais ça montre aussi que on a quelqu'un, la personne du docteur Montaigne, qui est extrêmement engagé et qui, en plus, est extrêmement innovant dans ses solutions. Monsieur Beaucourt. Oui, je change de domaine, de question plus aquatique. Le Sénat, sous la pression de l'Association des maires ruraux, essaie de faire voter une loi cette année qui pourrait remettre en cause l'échéance du 1er janvier 2026 pour le transfert de la compétence eau. Avec une chance que ça passe, semble-t-il. Bon, c'est pas fait. Et ce que je voulais savoir, c'est, si j'ai bien compris, que la loi supprimerait ce qui est obligatoire, mais n'empêcherait pas de faire à titre volontaire. En d'autres termes, même si la loi passe, une communauté comme la nôtre peut faire tout de même si elle est volontaire pour faire. Même si c'est moins facile, parce qu'une partie des maires ne suivront peut-être pas. Donc ma question était de savoir quelle était votre position dans cette situation. On fait coûte que coûte au 1er janvier 2026 parce qu'on a déjà quand même engagé des frais d'ingénierie, ou bien on reporte éventuellement en fonction de la position des uns et des autres. Alors, je rappelle que c'est pas la première fois en plus qu'il s'est passé ça. Alors qu'en 2020, on a quand même mis sur l'ensemble du territoire de Thiers-Montagne pour préparer la prise de compétences eau, on a mis à peu près 200 000 euros. Moi, il y a un moment où je trouve qu'on a des élus qui sont irresponsables de changer au dernier moment, en sachant en plus qu'il n'y a même pas une certitude que la loi soit votée. C'est-à-dire qu'on met le trouble dans les esprits sans avoir une certitude au bout que la prise de compétence ne sera pas obligatoire. On a eu un débat au sein du bureau communautaire, pas plus tard que cette semaine, où a été remis en avant qu'est-ce qu'on fait. Et un certain nombre de maires, dont je fais partie, ont dit on continue dans tous les cas. On ne va pas jouer
un pas en avant, un pas en arrière à chaque fois qu'il y a une prise de compétence possible. Sachant qu'en plus, si on était communauté d'agglo, on n'est quand même pas très loin des seuils pour être communauté d'agglo, ça serait une compétence obligatoire. Et le débat, il va au-delà de ça. C'est-à-dire que je comprends tout à fait la charge symbolique d'un transfert de l'eau potable et de l'assainissement sur un territoire où on est attaché au service public de l'eau potable et de l'assainissement et où il y a des craintes de reprise par des grands groupes du système d'eau potable et d'assainissement. Sur ce territoire, il y avait une commune qui était avec une délégation de service public, la ville de Thiers. En 2020, on a décidé de repasser en régie. Moi, je suis très attaché à la régie publique de l'eau potable et de l'assainissement. On porte ce discours auprès de nos collègues maires. Et par ailleurs, il y a suivant la taille, parce qu'il y a des communes, alors il n'était pas question de toucher en particulier toutes les communes qui sont déjà dans des syndicats sur le sud du territoire, le syndicat de la Faille, ces syndicats qui sont sur plusieurs communautés de communes. Bien évidemment, les syndicats ont vocation à perdurer et à poursuivre le travail qu'ils ont entrepris jusqu'à maintenant. Par contre, sur le secteur plutôt nord, hormis un petit syndicat, on a quand même beaucoup de maires qui prennent des risques juridiques par manque de connaissances techniques, par manque de connaissances juridiques. Nous, on a quand même un service et malgré ça, on voit toutes les difficultés derrière de mise en place. On a une question de Philippe Barrault très précise sur les polluants, etc. Sans service adéquat capable de répondre aux questionnements, en fait, les élus prennent des risques juridiques pour eux-mêmes, pénaux, qui sont énormes. Et donc je pense que c'est pas, à mon avis, c'est pas le sens de l'histoire de leur dire gardez votre compétence. Pendant très longtemps, on le sait, ce sont des élus qui ont porté la partie technique des réseaux sur différentes communes. On a des chiffres quand on regarde les RPQS. Qui montre que très clairement, et quand on parle par exemple des taux qu'on doit rendre sur les RPQS, quand on rend des taux de 100%, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'état de notre réseau. Et ça existe sur le territoire. C'est pas pour mettre en avant tel ou tel maire. Je pense au contraire, ils ont mis tout leur cœur à l'ouvrage, ils le portent avec des élus qui sont très engagés, mais c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas rationnel dans le monde actuel. Encore une fois, l'eau, c'est à la fois très technique et il y a des aspects très juridiques où ça ne s'invente pas, c'est pas quelque chose qui simplement il suffit pas de se dire il y a une source, il y a un robinet, on va essayer de mettre un tuyau entre les deux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et je pense que là-dessus, on a quand même un certain nombre de maires entre l'année 2017, où on a commencé, où là il y avait vraiment un vrai blocage sur la prise de compétences. Il y a eu aussi beaucoup de demandes effectuées à la fois par la police de l'eau, par les agences de l'eau, il y a eu des basculements en termes de représentation de beaucoup de collègues maires. Et donc je pense qu'on aura quand même même si la loi passait, un nombre, peut-être pas l'unanimité, mais un nombre important de maires qui souhaiteraient continuer ce champ. Merci. La seconde question, la saison des orages estivaux s'approche. Bon, tout le monde se souvient de l'an dernier, là, c'était en juillet, même si les souvenirs sont bons, avec les dégâts au Moutier. Est-ce qu'on a pu prendre des mesures de prévention? Bon, si c'est la grande crue centenale, c'est difficile, mais ce n'était pas le cas l'an dernier, ce n'est pas une crue centenale. Pour ce genre d'événement, il me semble qu'il y a quand même des mesures possibles. Est-ce qu'on a fait quelque chose de plus par rapport à l'an dernier? Ça a quand même été un peu la surprise. Alors, je vais laisser la parole à David de Rossi. Il y a des mesures qui sont prises par rapport à l'événement en question. Mais en fait, c'est un peu ce qui se passe dans les guerres. En fait, il ne suffit pas de regarder ce qui s'est passé lors de la dernière guerre pour répondre aux problèmes qui vont s'offrir à nous dans les temps qui viennent. Et donc, on a une modification, enfin une révision du PLU.
Et c'est là, à mon avis, où il va falloir être très précis sur les accompagnements en termes urbanistiques, parce que très clairement, là on a beaucoup d'eau à un endroit, du coup ça touche dans les environs de cet endroit, ça serait un autre endroit, qui serait touché, et on a beaucoup de choses à revoir, parce que c'est vrai que l'écoulement naturel n'a pas été pris en compte dans les aménagements urbains de la ville. Ça n'a jamais été pris en compte. On en paye aujourd'hui le prix, mais la ville de demain, précisément, va devoir se réfléchir sur ces questions. Entièrement d'accord. C'est l'an dernier, j'en suis bien d'accord. Mais il faut regarder, par contre, le PPRI, parce que le PPRI, lui, n'envisage pas que l'événement de l'an dernier. Il envisage beaucoup d'hypothèses, une démarche quand même assez scientifique et surtout une démarche historique. Donc c'est quand même ce document-là. Mais justement, sur le PPRI, alors c'est les services de l'État, la DDT qui est en train de réviser l'ensemble du PPRI du livre de forêt, parce que c'est la sous-préfète d'Ambert qui est en charge de ce dossier. On aura, à mon avis, un certain nombre de recommandations, entendez-moi, parfois ça a des injonctions qu'il va falloir prendre en compte. Mais même comme ça, il y a aussi un certain nombre de choses pour essayer d'éviter d'engorger derrière. Les zones amont ont des conséquences sur les zones aval, et ça, c'est des choses qu'on a assez peu pris en compte jusqu'à maintenant. David, sur la partie plus liée au dossier lui-même. Oui, pour répondre de manière complémentaire à ce que vient de vous répondre Monsieur le maire, je nuancerai un petit peu sur la prise en considération de ce qui descend du haut de la ville vers le bas de la ville. Il y a eu une opération qui est la rénovation de l'avenue de la Libération, qui sont des travaux qui ont permis de canaliser une partie des cours d'eau qui descendaient de la montagne après l'église Saint-Symphorien du Moutier, et qui ont permis de canaliser une eau ruisselante qui est arrivée sur le bas de Thiers, et notamment dans le quartier du Moutier, qui est une cuvette en réalité. Donc l'eau vient se canaliser à cet endroit-là. Donc ces canalisations-là ont permis justement de dévier des eaux qui étaient ruisselantes et de les ramener directement sur le cours d'eau de la Durolle. Si les travaux n'avaient pas été faits suite aux inondations qu'on a eues l'an dernier, ça aurait été bien plus catastrophique. Ça, je tiens à préciser. Et de manière générale, on a, depuis l'événement de l'an dernier, mis en place une systématisation des purges et de l'entretien de l'ensemble des réseaux et canalisations avant l'été. On essaye de faire ça assez régulièrement pendant l'été, pour faire en sorte à ce que le phénomène soit résorbé. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un phénomène à nouveau cet été, et on ne peut pas se prémunir, comme vous l'avez dit, M. Beaucourt, des crues centenales, malheureusement. Et vous avez raison, le plan de prévention des risques d'inondation nous donnera certainement plus d'indications sur les façons de répondre à ce genre de phénomène. Y a-t-il d'autres questions dans l'Assemblée? Je suspends le conseil municipal. Y a-t-il des questions dans le public? Non, je reprends le conseil municipal pour le clore. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je salue la presse pour avoir